moitié des mangas que vous avez lus. Mais non. Quand même Si, pas. si, pas loin, pas loin. Et à force, l'envie lui a pris de passer de l'autre côté de la barrière. Bah, à vrai dire, c'est plutôt dans l'autre sens. J'ai toujours voulu dessiner des mangas. Ah ouais. Et puis, bah, il se trouve que j'en ai traduit pendant la majeure partie de ma vie, mais voilà, c'est pas... Alors du coup, c'est dans l'autre sens. Oui. Ok. Alors on va procéder autrement. Donc, et pour le coup, du coup, voilà, tu as réalisé ton rêve. C'est vrai. Et tu es la maman d'un beau bébé qui s'appelle Pilgrim. Voilà, qui ne demande qu'à grandir. Oui, c'est vrai, parce que bah, je suis débutante, hein, mine de rien, dans le... Oui. Dans Il y a du le dessin et potentiel. la narration, bah j'espère, parce que j'ai encore plein d'histoires à vous raconter dans le même univers. Donc... Oh, ça va être chouette. Et voilà, et donc j'accueille aujourd'hui Fédoua Lamodière, alias Shindo. Oui, merci. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors on est parti. Merci beaucoup donc, d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et tu devines donc ma première question. Je pense que tu la devines. On va quand même la poser. On sait jamais. Avant de commencer à traduire des mangas, bah, tu as dû en lire, bien sûr. Bien sûr. Et quand y es-tu venue et comment? Alors, bah, je vais partir du tout début. Moi, j'ai toujours adoré les bandes dessinées. C'est quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, il n'y avait pas encore de manga en France. C'est arrivé dans les années 90 à peu près. Donc c'est vrai que moi j'étais plutôt sur la BD franco-belge. Et ensuite, quand les mangas sont arrivés, j'ai complètement switché sur les mangas. Et ma porte d'entrée, comme beaucoup de gens de ma génération, et ça reste mon manga de cœur, c'est Dragon Ball. J'ai découvert Dragon Ball, j'étais au lycée, c'était en 95 je crois. L'édition pastel? Alors l'édition en kiosque qui sortait Ah oui. les demi-volumes. À 3-5 ans, à 3 francs. Oh là là, oui, comme ça. 150, c'était la belle époque. Ouais. Voilà. Et je connaissais déjà Dragon Ball par l'animé qui était Oui. passé au Club Dorothée et tout ça, mais c'est vrai que quand je suis vraiment tombée sur le manga avec le trait d'Akira Toriyama, je me suis dit waouh, T'as eu une révélation. complètement. Pour moi c'était l'épiphanie, quoi. C'est ce que je veux faire dans la vie. C'est au niveau du découpage, des narrations, tout Et ça. en plus de te prendre une claque, Mm. t'as eu une révélation. C'est ça, c'était une vocation Wow. pour ce genre-là. Waouh. Ah, c'est quand même beau hein, de voir ça. C'est une époque où on n'avait pas énormément de mangas qui sortaient en France, donc je lisais quasiment tout ce qui sortait. Après Dragon Ball, il y a eu Video Girl, Gun, Yu Yu Hakusho, enfin voilà. Oui, tout ça, ça aussi, c'est un trait graphique vraiment spécifique, qui interpelle, qui est soigné, qui est immersif en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Tu rentres dans un univers et puis tu t'y plonges et t'en sors plus. Exactement. Je pense que c'est exactement ça que j'aime avec les mangas. Ouais, et donc j'imagine, ouais, pour un jeune, c'est de l'inédit, enfin surtout à notre époque, dans les années 90. Oui. C'est une expérience inédite et du coup, ouais, ça impressionne. Et je trouvais un dynamisme, encore une fois, dans la mise en case et tout ça. Vraiment, j'avais l'impression que les auteurs écrivaient avec leur trip, vraiment, mettaient tout sur leur planche. On sait que déjà, ils ont un rythme bien soutenu. Voilà, et c'est peut-être à cause de ça aussi, mais voilà, moi ça m'a tout de suite happé. Ouais, je comprends. Bon, écoute, alors, déjà, ça c'est fait, c'est dit. Et alors, du coup, on reste sur le manga préféré, Dragon Ball, ou alors c'est parce que c'est le premier? Est-ce que tu en as un autre qui t'a vraiment interpellé ou un auteur que tu portes au nu? Je pourrais jamais détrôner Dragon Ball parce que, encore une fois, c'est par Dragon Ball que tout est arrivé, que non seulement j'ai découvert les mangas, que j'ai voulu être mangaka et que ensuite j'ai fait de la traduction, enfin voilà, ma vie est quasiment basée sur Dragon Tu Ball. as fait ton petit Donc, hôtel avec les petites offrandes, les petites bougies. C'est complètement ça. Après, oui, il y a d'autres mangas que j'ai adorés et mon dernier gros coup de cœur en date, c'est l'Attaque des Titans. C'est complètement une autre ambiance, Oui, complètement. mais voilà, au niveau de comment Hajime Isayama a ficelé son scénario
d'un bout à l'autre, je trouve que C'est le c'est scénario vraiment, qui t'a scotché. Ah oui. Plus que le trait ou les deux ensemble? Oui, plus que le trait, parce que bon, faut quand même avouer que la patte graphique d'Isayama, c'est pas ce par quoi il brille particulièrement. Mais par contre, au niveau de l'écriture des personnages, pour moi, Eren, c'est un des personnages qui a l'évolution la plus folle. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Et tous les twists qu'on peut trouver, oui, vraiment, c'est peut-être parce que moi aussi j'essaie d'écrire des scénarios, mais voir à quel point il avait tout prévu depuis le début et que si tu relis les premiers tomes, tu vois déjà ce qui va se passer par la suite et tout, je trouve ça juste merveilleux. Oui, ça s'enchaîne fluidement. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Et puis Levi, voilà, je peux pas. Vous ne voyez pas, mais sur le mur d'à côté, c'est mon décor TikTok. Voilà. Il y a Levi sur son fauteuil rouge en train de lire les mangas, Manga is Life. Et bon, je vous mettrai la petite image justement. Moi j'ai un papier peint chez moi, j'ai un mur entier. Tu fais pas à moitié les choses. Hein. Non. Et ton chéri, il est pas jaloux, le pauvre, il s'est fait une raison. Tu vas me dire le mien aussi parce que là il est entouré. Mais enfin, lui il est content parce qu'il a Spike de Cowboy Bebop, il a Seiya de Saint Seiya. Donc ça va, on partage. Ça va, on partage. Équité. Alors, qu'est-ce que je vais te demander par la suite? Donc, bien sûr, tu aimes beaucoup Levi. Bien sûr. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que tu voudrais l'incarner ou tu as un personnage en particulier que tu aimerais incarner? Dans l'Attaque des Titans ou... Peu importe, manga, tout manga confondu. Bah alors, c'est rigolo parce que mon pseudo Shindo, je l'ai emprunté à un personnage d'un manga que j'aime énormément, qui s'appelle Gravitation, je ne sais pas si tu connais. Et le héros s'appelle Shuichi Shindo. Et pourquoi je lui ai piqué son nom de famille? Parce que depuis que j'ai découvert ce garçon, c'est un peu mon alter ego. Il est aussi débile que moi, il est aussi acharné. Et ouais, c'est ça. Depuis que je le connais, je me dis, si il existait, on serait meilleurs potes. Donc, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que, alors, quand on me voit comme ça, on ne croirait pas, mais je me trouve beaucoup d'affinité avec Kafka de Kaiju Mio-8. D'accord. J'aime beaucoup, et alors dans ses réactions, je me dis, tiens, j'aurais fait pareil que lui, j'aurais dit pareil que lui, c'est marrant. C'est ça. On a des alter ego. Exactement, c'est drôle, hein, mais comme ça, on verrait pas. Priscilla, comme ça, on dirait pas Kafka, mais il y a quelque chose, quelque part. Moi, c'est pareil. Même si j'ai fait un cosplay de Shuichi Shindo il y a quelques années. T'aurais des photos? Oh oui, j'en ai. Je vais mettre ça. J'en ai. J'assume à fond. Génial. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te demander d'autre? Alors, voilà, oui, on va approfondir un petit peu plus donc, dans tes lectures de manga. Quel type de manga t'attire le plus, ou plus exactement, parce que j'aime plus trop parler de genre, hein, c'est clivant, hein, tous les shonen, chosei, etc. Qu'est-ce que tu recherches le plus dans tes lectures comme sensation, aventure, romance, baston, mixé, hein Bon alors, vu qu'on va pas parler des genres, même si moi je suis assez on est bien obligé quand même, mais parce que justement j'aime bien l'aventure. Moi, mon gros truc dans la vie, c'est la fantasy. Dès qu'il peut y avoir de la magie, des dragons dans un coin, c'est bon, je suis Yankee au possible. Donc c'est vrai que oui, après... J'ai beaucoup aimé la baston, et je remarque que j'en reviens un petit peu. C'est normal, je dirais. En fait, j'aime bien quand il y a des combats, mais j'aime surtout quand ces combats servent pour faire évoluer les personnages psychologiquement. Et ce que j'adore, moi, dans une série, c'est les relations entre les personnages et comment décrire, encore une fois, les psychologies, tout ça, et la caractérisation de personnages. Pour moi, si j'apprécie les personnages d'une œuvre, c'est bon, ils peuvent m'emmener où ils veulent. Et à contrario, un scénario peut être excellent si je n'ai de sympathie pour aucun personnage, j'arrive pas à suivre l'histoire. En fait, tu as besoin d'avoir de l'empathie pour eux, non? D'être en connexion avec eux. En phase, En phase, exactement.
Ouais, mais je comprends parce que c'est fait. Les mangas, c'est juste une lecture immersive. Donc, tu as besoin, en effet, d'être en connexion avec le héros ou du moins d'avoir des points d'accroche pour que ça marche. Et ça pas fonctionne. forcément le héros, il peut y avoir. Ou le héros, certains, oui. Je cite toujours Hunter x Hunter où je ne peux pas supporter Gon, mais où Ouais. j'adore tous les autres personnages autour. C'est vrai qu'il y a des personnages secondaires qui sont super, ou trop craquants, ou courageux. C'est vrai que tu as des archétypes qui sont sympas aussi à suivre. Ouais. Donc, ok. Et alors, et ben voilà, la question du jour. Quel est le ou les mangas dont tu vas nous parler aujourd'hui? Parce que c'est quand même le principe de cette vidéo. Effectivement. Alors, je t'en prie. Voilà. Alors, je vous ai apporté un manga français, hein, parce que voilà, Rico, je sais que toi aussi tu soutiens le manga français. Tout à fait, mais je les connais pas tous et celui-là en fait partie. Eh ben écoute, je vais te faire découvrir, Ouais. parce que c'est de l'auto-édition. D'accord. L'auteur s'appelle Michael Almodovar et la série s'appelle Les Torches d'Archilon. D'accord. Je vais vous faire le pitch vite fait. Vas-y. Donc c'est l'histoire d'Archaïs, c'est un chevalier dragon, et Sombre Lune, c'est lui. Celui-là. Et Sombre Lune qui est là, D'accord. qui est un elfe noir magicien. D'accord. Et ils sont dans une guilde et ils vont accomplir des missions pour gagner de l'argent et tout. C'est vraiment des quêtes à la RPG, fantasy, donjons et dragons, voilà, tout ce genre de choses. Donc moi, encore une fois, je tombe dedans la tête la première, c'est vraiment mon truc. Et voilà, ils vont rencontrer un paladin qui, c'est lui qui lui va avoir des petits problèmes et qui devient berserker de temps en temps. Ce n'est pas très compatible avec son statut de paladin. D'accord. Et en fait, tout ça, c'est une histoire d'une bande dessinée qu'une maman est en train de lire à son petit garçon qui est à l'hôpital et qui est dans le coma. Oh. Et donc il y a vraiment deux histoires en une. Quand ça passe dans le passage réaliste, le trait change aussi, ça devient un trait moins manga, un peu plus réaliste justement. Et le petit garçon qui est dans le coma va réagir aux événements qui se passent dans la BD au fur et à mesure que sa maman lui lit. Et donc il y a un grand mystère autour de cette BD, les torches d'Archilon, l'auteur a disparu mystérieusement, enfin voilà, il y a plein de mystères dans tous les sens. Donc là, on a des personnages très attachants. Le duo, la Archaïs et Sombre Lune, ils sont absolument Tu peux montrer quelques images bien sûr. à l'écran. Bien sûr. Donc là, tu peux t'approcher. Voilà. Donc, je vais montrer ça. Voilà. C'est le passage dans Fantasy. Et je vais vous montrer aussi les passages dans la réalité. On va voir que le trait, voilà. Hop. Ça devient un peu plus réaliste. Voilà. Ah oui, en effet. Donc vraiment un tour de force de la part de l'auteur. Je rappelle Michael Almodovar, il est très Je trouve fort. que c'est très original comme pitch. Ouais, vraiment le pitch il fonctionne à fond. Et du coup t'es vachement dans l'empathie. Oui. Que ce soit pour le petit garçon, la maman qui fait des efforts. C'est ça, oui. Et puis le mystère tout autour. Et puis c'est pas facile parce qu'il y a des personnels de l'hôpital qui vont essayer de se monter un peu contre eux et tout. Enfin voilà, il y a vraiment plein de mystères dans tous les sens. Il y a beaucoup de suspense. La narration est très fluide à chaque fois. Bon, là, il y a 4 tomes, plus un spin-off, un préquel. D'accord. À chaque fois, j'ouvre le tome et je le finis dans la foulée. Je suis engloutie par l'histoire, c'est hyper efficace. Ah oui, ça donne très envie. Hein. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez accroché vous aussi parce que là, c'est bon, je suis hypée. Le tome 4 est sorti le 8 octobre, c'est ça. Et donc, c'est... pour le coup, on peut se le procurer sur le site de l'auteur, c'est Arc Édition. D'accord. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Comme ça, avec un K aussi. Ouais, c'est ça, comme ça, oui. Clin d'œil. Ok, top. Voilà. Génial. Alors, c'est bon, il y a une nouvelle lectrice potentielle. Alors, donc tu m'avais dit que vraiment le manga c'est un rêve de toujours, que tu es finalement par des biais tu es arrivé à la traduction. Et alors on va en parler un petit peu. Comment tu es venue à la traduction parce que tu as quand même une formidable maîtrise du japonais. Hein, ça fait 20 ans que je traduis des mangas, donc c'est vrai que maintenant, à force de traduire, il y a des facilités qui se développent. Mais à la base, pourquoi j'ai commencé à étudier le japonais ?
Parce que, encore une fois, j'étais fan de manga et je me suis dit, je vais apprendre le japonais, je vais aller vivre au Japon et je vais sortir mon manga là-bas. Parce que, pareil, fin années 90, les mangas français, ça n'existait pas. On n'avait pas tellement de perspective de se faire éditer en France quand on faisait du manga. À part le maire peut-être déjà. Ouais, c'était début 2000 il me semble. Ah ouais, tu vois, comme quoi, hein. Pas Donc encore. c'est arrivé assez rapidement. Ouais, après Radiante et tout ça, Ouais. mais oui, c'est vrai que... C'est vrai que moi j'ai commencé mes études de japonais en 98. Donc voilà, c'était mon projet un peu fou de me dire... oui, mais au moins tu faisais une plongée c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Le manga, ça m'a ouvert à toute la culture japonaise et tout. Et puis il se trouve que j'ai toujours eu pas mal de facilité pour apprendre des langues et je me suis dit, bon allez, le japonais, il n'y a pas de problème, on y va. Donc je me suis inscrite à l'INALCO, langues orientales, voilà, donc, à l'époque c'était Porte Dauphine. Oui. Et voilà, donc j'ai fait quelques années comme ça et il me semble que c'était au cours de ma 3e année. Ouais, un truc comme ça. Il y a une camarade de classe qui a été engagée chez un éditeur, chez les éditions Glénat. D'accord, oui, c'est vrai, déjà à l'époque. Ouais. Et au bout d'un moment, elle m'a proposé, il y avait une traductrice qui partait en vacances, elle m'a dit « Ah, tu veux pas la remplacer sur ce tome ?» C'était une série de Pokémon Shoujo, Pikachu Adventures. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la traduction de manga. De manga spécifique, c'est très spécifique. C'est ça. Ça aurait pu être autre chose, non, là c'est le manga. À l'époque on n'était pas beaucoup en plus fans de manga, fans de japonais, c'était très mal vu. Quand je suis arrivée à la fac, en gros, ah ouais, vous êtes là pour le manga, vous n'allez pas passer la première année. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de préjugés. Alors que maintenant c'est trop cool, c'est vraiment à la mode, tout le monde connaît les mangas. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, tout ça pour dire que ça m'a bien plu. En fait, de traduire des mangas parce que moi j'adorais ça. Du coup, toi aussi tu fais une immersion dans la traduction, tu as quand même une barrière juste le passage de traduction de langue qui te permet pas forcément de rentrer tout de suite dans l'histoire en tout cas, ou tu arrives tout de suite à t'immerger J'essaye de m'immerger le plus possible, comme ça je peux faire la traduction et l'adaptation dans un même mouvement. Pour expliquer un petit peu, ce qu'on appelle la traduction, ça va être vraiment le mot à mot littéral, et l'adaptation, c'est transformer ce texte-là en quelque chose qui va être très fluide et en bon français. Donc tu fais la traduction en 2 temps en fait? Non, enfin quand on est traducteur, adaptateur comme moi, on fait ça vraiment dans un même mouvement. Ah oui. Alors qu'il peut y avoir des duos aussi, un traducteur d'un côté, souvent ça va être un japonais qui n'a pas une maîtrise suffisante du français, et un adaptateur qui va être l'inverse, un français et qui lui ne parle pas forcément japonais. Mais voilà, la plupart des traducteurs font comme moi, simultanément traduction-adaptation. Et tu arrives à trouver les mots tout de suite, le terme juste la plupart du temps oui, parce que... c'est-à-dire maintenant t'es rodé quand même. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est, comme tu dis, qu'on s'est lancé dans l'univers, il va y avoir peut-être le tome 1 qui va être moins évident parce que pour des séries un peu de fiction et tout, il va falloir trouver le vocabulaire, le lexique qui convient et tout. Je pense à l'Atelier des sorciers par exemple, une série que je traduis où il y a beaucoup de termes magiques, beaucoup de mots inventés en japonais et où il faut inventer des mots en français aussi. Tu as fait celui sur les recettes de l'Atelier des sorciers? Oui. Alors là je suis totalement admirative parce que là fallait tout. Mais j'adore faire la cuisine aussi. Alors, quand ils m'ont proposé, j'ai dit ouais, ok, pas de problème, on va faire les recettes. J'adore. Mais c'est trop sympa parce que du coup, quand je vois que c'est toi qui le fais, je dis ah, c'est cool. Et c'est du travail bien fait. J'essaye. Franchement, j'essaye, je me donne à 200% à chaque fois pour faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Et le plus fluide à la lecture possible. Ouais. Tu as des contraintes sinon? Ça dépend des éditeurs. Ouais. Oui, et puis ça dépend encore une fois du genre que tu traduis. Si c'est adressé à des jeunes enfants, faut pas mettre trop de gros mots, des trucs comme ça, c'est pas forcément bienvenu. Donc voilà, pas de langage trop ordurier et tout. Puis après, ça va vraiment être au cas par cas. Mais
En règle générale, j'ai pas énormément de contraintes. Et derrière, l'éditeur check ton travail? Bien sûr. Oui, quand même, t'as des obligations, des remaniements parfois. On a très souvent déjà un correcteur qui va relire tout ce qui est orthographe, puis reformuler certaines phrases, tout ça. Et puis, chez l'édito de nombreux éditeurs, il y a les responsables éditoriales qui relisent parfois de manière croisée. Donc on peut avoir 3-4 relectures et puis ensuite ils nous renvoient le PDF avec toutes les corrections. Moi je relis une dernière fois et puis je donne le BAT pour envoyer à l'imprimeur. Oui, non, mais ça c'est pour toi, c'est pour fête, c'est nickel, ça se passe très bien. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait pas mal de coquilles parfois. Oui, ça c'est... Et je me dis quand même, il y a des gens qui relisent quand même avant d'envoyer. Il faut pas croire que c'est pas relu, mais c'est fou. C'est dingue. Déjà, moi je sais que j'ai beau relire 2 fois ma traduction, au bout d'un moment, comme je connais mon texte, je les vois plus, les fautes. Des fois il manque un mot, mais je m'en rends même pas compte. Et des fois il y a aussi des petits soucis au moment du lettrage. C'est-à-dire que c'est une autre personne, un graphiste qui va mettre les textes dans les bulles. Et des fois, on va remarquer qu'au moment du retour à la ligne dans la bulle, il va manquer la dernière lettre. Parce carrément un mot. Voilà, donc ça c'est des petits soucis qui sont à ce moment-là. Et puis voilà, on a beau relire et relire, personne n'est parfait. Des fois je reçois des tomes imprimés et je dis oh non. Mais on peut s'y aller pour les réimpressions après, c'est ça qui est Oui, ça je l'ai déjà fait. Il faut remonter. Des problèmes parfois. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu décevant quand on attend le manga et que là on voit s'il y a des trucs. Après, parfois il y a des délais très serrés à tenir. Oui, il y a peut-être de ça aussi. Ça... Non, mais on ne va pas jeter la pierre non plus. On sait bien que c'est pas toujours facile. Donc, voilà. Et donc on parlait aussi de la culture nippone dans son ensemble, dans laquelle tu as plongé. Tu as des petits souvenirs à nous partager? Du Japon? Oui, du Japon, de ce qui t'a marqué en quelques mots. Je suis partie au Japon pour la première fois, c'était en 2000 il me semble. J'avais 2 ans après le début de tes études. Si c'est ça. J'avais gagné un concours de japonais qui était organisé par la Maison de la Culture du Japon à Paris et ma fac. Il fallait remplir des conditions très spécifiques, du genre il fallait jamais avoir été au Japon, ne pas avoir de famille là-bas, tout ça. Et après on passait à un test de japonais et j'avais été dans les 3 premiers je crois. Donc, j'ai gagné un voyage au Japon. Le truc incroyable, le rêve absolu. Dans des conditions fantastiques. On était dans une petite ville à côté de Osaka, dans un centre international, avec tous les gens qui avaient gagné ce concours du monde entier. Donc voilà, il y avait vraiment tous les pays représentés. C'était super. Vraiment. Et puis ils nous ont fait petite visite guidée des villes principales. On avait de l'argent de poche par jour pour s'acheter des souvenirs et tout. Enfin, c'était incroyable. On a assisté à un match de sumo, alors que c'est quelque chose d'assez rare de pouvoir y assister, surtout à l'âge que j'avais 20 ans. Et ça restera vraiment ma première impression du Japon, incroyable. Parce que... En plus, Osaka, c'était bien choisi, c'est le ventre du Japon. Ah, mais oui. Au niveau gastronomique, toi qui adores ça. Incroyable. C'est le bonheur. Et d'ailleurs, j'y ai emmené mon mari des années plus tard, et maintenant il me dit si je devais ouvrir un portail de téléportation quelque part, ce serait à Dotonbori, donc qui est l'avenue principale d'Osaka, il y a tous les restaurants parce que c'est juste. C'est génial. Ouais, c'est le paradis gastronomique là-bas. Et aujourd'hui, en parallèle, tu donnes vie à tes personnages. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est le bonheur absolu, parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Vraiment, j'avais 6 ans quand j'ai dit pour la première fois, je veux être auteur de bande dessinée. Ça ne m'a jamais quitté, et oui, ça fait 20 ans que je fais de la traduction. Et j'adore ça, il n'y a pas de problème, mais il y avait toujours en arrière-plan ma petite voix qui disait « Et sinon, ton manga et tout ?» Parce que en 2002, j'ai commencé à travailler sur le scénario que je continue à filer aujourd'hui, cet univers-là. Et mes personnages sont créés depuis cette époque-là aussi, donc eux aussi, ils me disaient « Sinon, quand est-ce que tu nous dessines? Là, on a ras-le-bol, ça bien. » C'est ça. Et alors, oui, si j'ai eu le déclic, c'était en 2019.
parce que il y a la fin de mon histoire qui m'est apparue. Et jusque-là, j'avais le début, je ne sais pas ce qui s'y passait, mais je ne savais pas vraiment comment ça allait se terminer. Et là, j'ai vraiment, encore une fois, un flash, exactement. Ah bah oui. Et c'était le bon moment. Et c'était le bon moment, c'était en vacances, comme quoi j'étais détendue. C'est exactement ça. Et je suis rentrée chez moi après, j'ai écrit tac, tous les arcs de mon histoire, histoire de structurer le tout. Et je me suis dit, bon, bah ok, on va s'y mettre. Sauf que ça fait 20 ans que je dessine plus de manière régulière et donc j'ai des grosses lacunes graphiques, techniques en dessin. Donc j'avais pas envie de commencer par ce scénario-là qui me tient énormément à cœur parce que voilà, j'ai depuis des années et des années. Donc j'ai eu envie de faire un manga d'entraînement. Oui, pour te remettre, je sais pas si c'est une mise à niveau, en tout cas, comment dire, améliorer encore tes compétences, les mettre au niveau que tu veux en fait, c'est ça. Que tu recherches. Oui, parce que sinon ça aurait été un peu frustrant de se lancer là-dedans alors que j'étais pas à la hauteur de mes ambitions. C'est ça, la différence entre la théorie, ce que tu as dans ta tête et la pratique. C'est ça. Donc, et je voulais pas qu'il y ait un effet un peu grotesque parce que il y a encore des proportions qui vont pas, enfin voilà. Donc avec Pilgrim, alors attendez, parce que quand même, on va montrer. Et là, je vous montrerai, bien sûr. Hop, voilà Pilgrim, attends, je te donne ça. Je vous montre ça. Donc voilà, c'est ce jeune garçon qui fait du feu et bien sûr tous les copains autour. Voilà, Pilgrim, et je vous montre tout ça bien sûr dans le reste de la vidéo. Donc voilà, ton gros bébé. Oui, ça c'est sûr, c'est mon gros bébé. Et ça m'est venu l'idée comme ça de faire un préquel à mon histoire principale. Donc c'est ce tome-là que je viens de montrer. C'est ça, qui se passe quelques années avant mon scénario principal. Donc, avec les mêmes personnages. Du coup, Pilgrim sera plus grand. Ça va débuter. C'est ça, il s'appelle Xenos, le petit jeune homme. Voilà. Dans Pilgrim, il a 9 ans, normalement dans mon manga principal s'appelle Ariels, donc dans Ariels il a 12 ans. Et pareil, les autres personnages sont un peu plus jeunes aussi. Et c'était l'occasion pour moi de raconter comment ce héros, donc Xenos, est arrivé dans le pays où il va vivre ses aventures finalement. Et voilà, et tout ça c'était un prétexte à m'entraîner et je m'étais dit je publie chaque chapitre gratuitement sur mon site pour histoire de me donner un défi. Est-ce que je vais pouvoir mener ce projet à son terme? J'avais envie de faire 6 chapitres une première évaluation en fait. Voilà, est-ce que j'en suis capable? Mais par contre, j'avais absolument pas imaginé que je me retrouverais avec un volume relié. Enfin voilà, j'étais pas partie pour faire ça du tout. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des lecteurs qui se sont vraiment intéressés à mon histoire et qui ont fini par me demander est-ce que tu vas le sortir en papier, machin. Et on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule qui a très bien marché. Et donc voilà, grâce à ma formidable communauté qu'il faut remercier. Me voilà avec un manga, avec sa jaquette, les petits rabats et tout. C'est tellement de fierté, c'est incroyable. Et en fait, il y a une certaine résonance avec Xenos parce qu'il débarque sur cette île, il doit s'adapter, il est d'un autre endroit, il est même pas très bien reçu si j'ai bien compris, parce que je l'ai lu aussi, on dit à mot couvert, mais parce que vous allez le découvrir de votre côté, mais c'est vrai que du coup, lui aussi porte sa croix, et toi, t'as porté ta croix en fait, c'est ça. On est en apprentissage tous les deux. Voilà. Et alors, il y a une vraie, pour l'avoir lu, il y a une vraie différence entre les premiers chapitres et les derniers chapitres. Et c'est vrai que du coup, tu es arrivé à un niveau vraiment... déjà vraiment bien. J'espère que voilà, j'ai fait quelques progrès et puis de toute façon, je vais continuer à bosser à fond. De toute façon, il n'y a que ça, dessiner. Oui. Et puis là, je pourrais jamais revenir en arrière. Je comprends. J'étais vraiment en asphyxie pendant des années, à pas suffisamment dessiner. C'est ma passion depuis toujours et là je vois qu'il y a des gens qui arrivent à être touchés par mon histoire malgré justement mes maladresses graphiques et tout ça et ça me donne envie de me surpasser. Donc comme avec Xenos, donc tu vas entretenir la flamme. La flamme, exactement. Mettre le feu. Allumer le feu. Et c'est génial.
génial. Alors attends, je me suis perdue dans tout ça. Eh ben oui, on va revenir à cette histoire de librairie, puisque c'est là où on s'est rencontrés. Mais oui, Et, à Bulle de Salon. Exactement, à Bulle de Salon, pour pas les citer. Et donc je tombe sur toi, tu me parles de ton manga, les premières impressions, et puis le contact est passé tout de suite. Et alors c'est très drôle parce que c'est un peu le destin. Hein. Je vais vous montrer parce qu'elle m'a fait une petite dédicace. Et alors, je sais pas si vous arrivez à lire correctement, si la caméra veut bien. Elle est pénible cette caméra. Hop. Ah, je suis désolée. Hop, voilà. Est-ce qu'elle... Je suis désolée. Hop. Voilà, on y est. Ah, mais sauf que c'est à l'envers, ça va pas le faire. Alors c'est moi qui vous le lis. Tu m'as dit, merci Priscilla d'avoir été ma toute première vente en librairie. Eh oui. De gros bisous. Donc, et en plus avec les caractères japonais. Oui, c'est vrai, je signe toujours. C'est trop sympa. C'est trop sympa. De Kishindo, c'est ça? Oui, aussi, c'est ça. Hein. Donc celui-là, il est vraiment particulièrement spécial. Oui, parce que encore une fois, je fais en auto-édition, donc ça veut dire que je ne suis pas distribuée dans les librairies, sauf à Bulle de Salon qui a accepté de me prendre des exemplaires qu'il vend. Donc tu as été ma première cliente. C'était le hasard, et la librairie Tanuki à Poitiers aussi, qui m'a pris quelques exemplaires. Mais voilà, l'auto-édition, c'est aussi... Donc on peut le trouver sur ton site? Oui, complètement. J'ai une boutique sur mon site. De toute façon, je vous donnerai les liens en description. Ouais. Et puis sinon, vous venez nous voir à Bulle de Salon. Exactement. Vous risquez de m'y trouver régulièrement. Hein. Je hante les lieux régulièrement. C'est mon repère pour trouver les mangas. En même temps, l'équipe est tellement géniale. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et c'est pour ça que je voudrais souligner, si vous le pouvez, parce que c'est pas toujours possible, mais si vous le pouvez, allez dans les petites librairies indépendantes parce qu'ils sont très bons conseils, ils connaissent bien beaucoup. Et puis, il faut les soutenir parce que les grandes enseignes, c'est bien, c'est pratique. Mais un petit libraire indépendant, c'est vachement bien. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà. Et ben écoute, on va finir sur une dernière question. Tu sais que j'ai... Tu sais ou tu sais pas, je ne sais pas. Si tu... Je vais y arriver. Je vais couper ça au montage. Alors, tu sais que j'ai des vidéos culinaires, une petite voilà, qui s'appelle Graillambule, que je fais de temps en temps quand j'ai la foi. Et alors, ma question, que ce soit en manga ou en animé, est-ce que tu te souviens d'un plat qui a pu te faire saliver en particulier? Oui, il y en a pas mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir citer? Les plus anciens dans ma mémoire, ça va être les okonomiyaki, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très mystérieux. Quand j'étais petite, c'était dans Lucie, l'amour et rock'n'roll, on appelait ça des crêpes. Après, il y avait dans Ranma un demi, je ne sais plus comment ils les appelaient à l'époque. Et à force de voir ces espèces de galettes qui n'étaient jamais désignées de la même manière en français. On croyait que c'était des crêpes. Voilà, c'est ça. J'étais très très curieuse de savoir ce que c'était. Et encore une fois, la première fois que je suis allée au Japon, c'était à Osaka, donc c'est le haut lieu de l'okonomiyaki. Donc c'est vrai que j'en ai dégusté une sur place. Et dans des restaurants familiaux? Oui, voilà. C'était, je crois que c'est à Tempozan à l'époque. Et c'était très très déroutant pour moi, cette espèce de galette de choux avec une pâte qui ressemble un petit peu à de la pâte à crêpes d'ailleurs. On peut le faire tenir quoi. Voilà, la sauce, vraiment la sauce très particulière sur le dessus, et la mayonnaise et les flocons de bonite séchés qui remuent. C'est vivant ce truc qui bouge tout seul. Pour moi c'était une expérience et gustative et visuelle, et l'okonomiyaki c'est devenu un peu mon Graal de réussir à en faire chez moi, parce qu'à l'époque en plus à Paris il n'y avait pas encore de restaurant d'okonomiyaki, il y en a qui ont ouvert maintenant. En fait tu fais sur tes paniaki. Et voilà, je me suis acheté une... moi c'est pareil. et pendant très très longtemps le restaurant d'okonomiyaki c'était chez moi, je passais avec des amis. Et ça c'est vachement bien parce qu'en fait tu peux en faire à la chaîne et ça coûte pas cher, et tu te régales, tu mets ce que tu veux dedans. Exactement, c'est top. Ah ouais, j'adore. Franchement, comme tu dis, c'est hyper convivial. Ouais, c'est ça. Okonomiyaki party, c'est un grand classique chez moi. Et alors après, tu offres quoi
une glace au thé vert matcha. Oui, oui, ça peut être ça, ou on sucre, peut faire des dorayaki, tu Ah oui, sais. oui, oui. Ah ben c'est un peu lourd après, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que j'ai acheté récemment, c'est une machine à kakigori, tu sais, la glace râpée. Tu tournes manuel Ah oui, comme ça et ça te génial. fait et hop, tu mets du Une sirop espèce par-dessus. de granité en fait. Voilà, c'est un peu comme du granité, sauf que comme c'est vraiment la glace, elle est râpée au lieu d'être mixée, Ouais. bah, ça fait une texture très neigeuse. Il faudrait que j'essaye ça parce qu'en fait, je l'ai jamais goûté celui-là. Ah oui, Non. bah, il y a un restaurant qu'on fait des très bons, pareil, il y a un restaurant originaire de Osaka, le Hapate, rue Sainte-Anne, qui fait aussi des la rue okonomiyaki et des Qu'est-ce qu'on fait takoyaki. sur la rue Sainte-Anne? Ça. Ok, bah c'est top. Alors, bah écoute, voilà, bah, ça passe trop vite. Eh oui. On a déjà fait une petite interview. Donc merci beaucoup, Faites Bah, d'être merci venue à jusqu'à toi, moi. c'était trop gentil. C'était trop cool de parler avec toi. Pas grave. Tu vois comme c'est passé vite, hein, moi. Eh ouais. Bah, quand on s'amuse. Hein. Ouais, exactement, exactement. Et puis, bon, je vous mets tous les liens en description. Et puis voilà, Yes. marché français, lisez français. Oui, lisez les torches, lisez Pilgrim. Voilà, exactement, parce qu'ils ont beaucoup à offrir. Les Japonais savent très bien faire, mais les Français sont pas en retard. Et il y a des pépites à découvrir, donc lisez français. Sur ce, cordialement vôtre.